RCA, campagne anti-russe, le bloc occidental dans une guerre par extension. Telle est notre grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Pour l'heure, nous sommes sur, on va le dire comme ça, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et sans oublier TikTok. Bienvenue à cette autre édition de Parole le Panafricaniste. Depuis plusieurs années aujourd'hui, mesdames, messieurs, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France accusent les instructeurs russes d'opérer aux côtés des forces de la République centrafricaine et d'entraver les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il y a encore quelques semaines, ce sont les États-Unis qui ont menacé Bangui, demandant au professeur Faustin Archange Touadéra de chasser ses instructeurs s'il ne voulait pas avoir de problème et qui lui donnerait des financements pour que son pays se porte bien. Mais que veulent finalement les Occidentaux? Pensent-ils être en territoire conquis et que les désirs deviennent les ordres? Le bloc occidental est-il finalement dans une guerre par extension? À cette question, nous répondons oui. Et les éléments sont multiples. Et pour répondre justement à ces questions, nous sommes avec un géostratège, Charlie Kenyé, qui est notre invité. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Sir Salengos. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique. Je crois qu'on leur doit ça. Nous sommes très heureux. Ça montre aussi la qualité et l'ingénierie de la jeunesse africaine. Nous saluons toute la galaxie Panafricaniste TV, toutes ces personnes-là qui sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook ne cessent de nous apporter leur soutien. Et une fois de plus, nous disons, c'est moi qui vous dis merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette matinale de réflexion. C'est moi qui vous dis merci, Charlie Kenyé, d'avoir fait le voyage de Yaoundé pour Douala pour justement participer à cette édition de Parole panafricaniste. Une question cependant, Charlie Kenyé, nous parlons de la République centrafricaine, campagne anti-russe. Le bloc occidental est-il dans une guerre par extension? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que le bloc occidental est dans une guerre par extension, non seulement pas sur le sol africain, mais à l'échelle internationale. Parce que rappelons que aujourd'hui, il y a toute une campagne anti-russe à l'échelle internationale pour justement vilipender et à la limite même pour faire de l'État russe et de ses citoyens des parias à l'échelle internationale. La preuve, vous avez vu que même des organisations qui se veulent être apolitiques aujourd'hui se sont plus à condamner la Fédération de Russie après l'opération spéciale en Ukraine. Je parle ici d'une organisation comme la FIFA. La FIFA qui, dans ses textes, dans ses statuts, est une organisation en principe qui n'est pas censée parler des questions de politique, mais la FIFA s'est prononcée clairement en sanctionnant les sélections nationales russes de ne pas participer à toute compétition qui sera organisée par cette organisation-là. Ils sont même encore allés plus loin. Ils ont fait une levée d'aide de pratiquement $1 million qu'ils ont remis à l'Ukraine, qui justement fait des co-belligérants dans un conflit ouvert. Donc vous comprenez que c'est un truc qui est vieux et qui ne date pas simplement, ou qui alors ne peut pas être représentatif simplement de l'Afrique. La preuve même encore, il y a un maestro russe qui a été interdit de se produire du côté des États-Unis simplement parce qu'il était de nationalité russe. C'est-à-dire que à l'échelle internationale aujourd'hui, il y a toute une campagne, non pas contre la Fédération de Russie comme étant un État ou alors contre les autorités russes, mais contre les citoyens de Russie. Ça a même allé plus loin. On parle aujourd'hui même de la russophobie au point où, et je crois que c'est la situation actuellement dans le Donbass, où, et même dans certains pays de l'ancienne Union des républiques soviétiques et socialistes, où à partir du moment où vous parlez la langue russe, eh bien, il y a tout un mécanisme étatique qui se met en place pour justement vous étiqueter. D'ailleurs, je crois que les derniers textes de loi même qui ont été votés récemment en Pologne aujourd'hui sanctionnent le parler russe, c'est-à-dire que la langue russe aujourd'hui est sanctionnée alors que la Pologne était un ancien territoire de l'ancienne des républiques soviétiques et socialistes. Rappelons également qu'ils ont eu leur indépendance simplement par la bonne volonté d'un dirigeant à la personne de Mikhail Gorbatchev qui a pensé qu'à un certain moment il était impératif avec l'évolution du monde. Certes, la CIA a eu à manœuvrer, de penser qu'à ce moment-là peut-être il était impératif pour ces États-là de pouvoir s'affirmer et de pouvoir gagner leur souveraineté. Donc pour revenir à la République centrafricaine, je voulais mettre cela dans un cadre global. Pour revenir à la République centrafricaine, il faut dire que la République centrafricaine n'est qu'un élément de la politique étrangère américaine, qui est une politique essentiellement prédatrice et prévaricatrice, qui a fait de la Fédération de Russie
le paria du monde ou alors la menace à l'échelle internationale, parce que rappelez que les États-Unis est un État essentiellement guerrier, c'est-à-dire que l'économie américaine vit de deux choses. Du Lockerbie, quand je parle du Lockerbie, je parle des complexes industrialo-militaires et de ces grands, je veux dire quoi, ces grands investisseurs, c'est-à-dire ces personnes-là qui détiennent aujourd'hui la réserve fédérale américaine, la monnaie américaine, c'est eux qui font l'économie américaine. C'est-à-dire que c'est un État qui vit essentiellement de la guerre à l'échelle internationale. Et à chaque fois, pour justement justifier cet état de guerre ou alors cet esprit, cette volonté de guerre, il faut fabriquer des ennemis. Par le passé, l'ennemi, c'était le communisme. On a vaincu le communisme avec la chute du mur de Berlin du 29 novembre 1989 et la dislocation de l'URSS en décembre 91. La menace communiste était, on n'en parlait plus. Alors il fallait donc fabriquer un nouvel ennemi. C'est pourquoi, au début des années 90, le nouvel ennemi fabriqué était le terrorisme avec le monde arabo-musulman et l'industrie cinématographique hollywoodienne a participé avec le financement du Pentagone. Donc aujourd'hui, le nouvel ennemi, c'est le monde arabe, c'est la Fédération de Russie, c'est toutes ces personnes-là. Il faut fabriquer des ennemis pour se justifier, pour continuer à exister. Sinon, comment ils vont justifier les 850 bases à l'échelle internationale si véritablement le monde se porte en 850 bases militaires. Si le monde est en paix. Donc, vous comprenez que pour maintenir cet état d'esprit de guerre, cet état de menace, il faut justement fabriquer ces ennemis. D'ailleurs, il y a un ancien agent du renseignement américain, la personne de Robert Steele, qui disait, nous avons fabriqué Saddam Hussein, nous avons fabriqué Osama Ben Laden. Les États-Unis fabriquent leurs ennemis. Ça, c'est au lendemain des attentats du 11 septembre. Donc, aujourd'hui, l'ennemi qui a été fabriqué, c'est la Russie comme étant le danger du monde. La Russie menace le droit international. La Russie attaque les peuples. On ne veut pas dire que c'est le travail qu'on fait depuis pratiquement plus d'un siècle. Donc, quand on a fabriqué cet ennemi-là, pour revenir maintenant à l'Afrique, on sait très bien que l'Afrique est le carrefour géopolitique et géostratégique de toutes ces menaces-là. Parce que comme le président Félix Houphouët-Boigny disait à son temps, celui qui maîtrise l'Afrique demain maîtrise le monde de deux façons. Soit il va bloquer l'exploitation de ces matières premières pour justement permettre à l'économie du camp adverse de prospérer, soit alors il les utilise à ses propres intérêts. Donc ça fait que dans ce carrefour géopolitique qu'est l'Afrique, les États-Unis, je crois, il y a de cela 2 ans aujourd'hui, ont voté une loi très intéressante. On n'en parle pas beaucoup. La loi HR 73/11, qui justement déclarait la guerre à la Russie sur le sol africain. Clairement, à travers ces lois, c'était une déclaration de guerre des États-Unis et du bloc occidental à la Russie sur le sol africain. Ça veut dire qu'en réalité, les États-Unis là se comportaient comme si l'Afrique était une propriété américaine et que parce que la Russie arrive en Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant, immédiatement, la Russie devient l'ennemi des États-Unis parce que, selon leur conception des choses, nous sommes un produit marchand pour eux, nous sommes une valeur marchande à leurs yeux, nous sommes des sous-êtres à leurs yeux et donc, nous sommes leur propriété. À partir du moment où un autre ou alors une autre entité voudrait nous considérer comme des êtres humains, eh bien cette entité devient une menace pour eux au point où on en fait un ennemi. Et c'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, quand on lit de façon holistique cette loi HR 73/11, il y a des éléments marquants qui reviennent à l'intérieur. La première, c'est que les États-Unis disent que pour contrer la percée de la Fédération de Russie sur le sol africain, ils vont procéder à l'utilisation de ce qu'on a l'habitude d'appeler ici le soft power. C'est-à-dire les mécanismes clandestins de nature à soit renverser nos chefs d'État et de gouvernement, surtout ceux qui auraient des velléités un peu trop souverainistes. Rappelons que dans la charte de l'impérialisme, dans son article 11, j'insiste encore, il est spécifié à l'intérieur que les droits de l'homme et les associations à caractère de lutte contre les droits de l'homme ou le droit international, tout ce qu'il y a comme rapport d'ONG associations, n'auront de sens que dans les États qui ont des velléités un peu trop souverainistes et nationalistes ou alors qui se refusent à appliquer l'idéologie atlantiste. Ça, c'est la charte de l'impérialisme dans son article 11 qui le dit. Donc, ça démontre à suffire que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, justement, tel que promulgué dans cette loi qui a été votée par le Congrès américain, qui est une déclaration de guerre à la Fédération de Russie sur le sol africain, il est spécifié le renversement de nos chefs d'État qui auraient des velléités un peu trop souverainistes. Il est également précisé dans cette loi qu'il y aura le financement des organes de masse. Vous voyez très bien ce qui est en train de se faire, même du côté de la République centrafricaine. Vous avez un média là-bas qui s'appelle Corbeau News, qui passe le temps à faire la publicité de l'ambassade de France, qui passe le temps à faire. Et pourtant, c'est un média centrafricain. C'est-à-dire qu'on a bien envie de se poser la question, mais comment un Africain peut être autant jouer le sale boulot
pour l'oppresseur face à son peuple. Donc, c'est justement ceux-là qui entrent dans cette catégorie-là, c'est-à-dire le financement des organes de communication de masse, même ici au Cameroun, c'est une réalité. Vous savez, il y a des médias au Cameroun que la plupart des grands ambassadeurs de ces chancelleries occidentales, quand ils arrivent au Cameroun, ne peuvent pas quitter sans y mettre le pied, même 5 à 6 fois. On connaît ces médias-là. L'ambassadeur de France y va constamment, l'Allemagne, il donne des interviews là-bas, il parle de la coopération du Cameroun avec ces pays-là. C'est donc dans ce cadre-là que ces médias sont cooptés. On finance les organes de médias de masse, on finance également les partis politiques. C'est la raison pour laquelle vous allez voir cette caste d'hommes politiques du côté de la République centrafricaine qui, au mépris des enjeux, des intérêts du peuple, chaque jour continue de vous parler que la République centrafricaine n'est pas gouvernée. Mais on a bien envie de rire. Vous dites que le Centrafrique n'est pas gouverné, un pays où lorsque le chef d'État arrive au pouvoir, le gouvernement de Bangui contrôle à peine 15% du territoire, mais aujourd'hui on est à 96%, et vous dites que le pays n'est pas gouverné. Vous dites qu'un pays n'est pas gouverné alors que l'une des plus grandes institutions à l'échelle internationale, des plus grandes organisations qu'on appelle les BRICS, sont en train de vouloir faire de ce pays-là la capitale qui va permettre à ce pays d'être le boom économique et le boom politique dans le cadre de l'émancipation, non seulement des masses africaines, mais de pratiquement tout le continent. Et vous, aujourd'hui, leader politique de ce pays-là, vous dites que ce pays n'est pas gouverné. Exactement, ces hommes-là entrent justement dans ces mécanismes-là de financement de ces partis politiques, de ces hommes politiques qui vont permettre à porter le discours atlantiste, à porter le discours occidental sur le sol africain. Donc c'est pour dire que c'est une campagne qui fait de la Russie un ennemi, sauf que dans la course à cet ennemi-là, le cœur géopolitique qui est l'Afrique est considéré par ces personnes-là comme étant une chasse gardée, comme étant une propriété à laquelle personne ne touche, si ce n'est que quand eux, ils ont envie, justement, ils peuvent s'en servir. D'ailleurs, je tiens à rappeler que dans le protocole, ce que nous avons pour habitude d'appeler ici, dans la division du travail à l'échelle internationale, il n'est prévu nulle part que l'Afrique se développe. Dans la division du travail à l'échelle internationale, avec ce qu'ils ont appelé le concept de la mondialisation, le rôle, c'est de faire de l'Afrique le creuset de matières premières pour alimenter l'industrie occidentale. C'est pourquoi, si vous prenez, et récemment encore, j'ai échangé avec un officiel du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, le PNUD, qui vous dit clairement que, en réalité, ils ne sont en rien, ou alors ils n'ont même pas dans l'optique de développer les États africains. Ils vont vous dire qu'on a financé le Cameroun, par exemple, à hauteur de 60 millions de dollars pour l'exercice peut-être de l'année 2020-2021. Mais au fond, quand tu vas voir les financements qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils prennent une quelconque association Kidam qui dit distribuer peut-être les livres dans une école, on vous donne un peu d'argent, parce qu'on sait que ça ne va servir à rien, et on dit qu'on a participé, on a financé le développement dans votre pays. Est-ce que si on veut financer le développement dans un pays, on finance les associations? Quel est l'impact d'une association dans le développement d'un pays? Vous voyez donc qu'on mène ce genre de politique et on a des intellectuels qui valident ça, mais de nature justement à permettre qu'on reste dans ce carcan de pays pauvres et très endettés, alors qu'en réalité le potentiel y est pour faire de nos États des grandes puissances. Ça signifie aujourd'hui que tout se joue sur le continent africain et que la Russie, peu importe ce que la Russie fera, elle sera l'ennemi numéro 1 du bloc occidental. C'est une réalité aujourd'hui. La réalité de ce que vous venez de brillamment détailler, c'est que les faits sont là. La Russie, il faut le dire, la Russie également n'est pas un enfant de cœur. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas dupes. Il faut que les gens le savent. C'est-à-dire que la Russie arrive également parce que la Russie voit l'Afrique un acteur géopolitique avec lequel elle peut tisser autour d'elle des États satellitaires de nature à renverser le rapport de force à l'échelle internationale. Par contre, l'Occident voit l'Afrique le pays pour lequel ils peuvent venir puiser à chaque fois qu'ils sont menacés pour continuer à rester dans leur système hégémon. Donc, les idéologies, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et nous, Africains, quand on se met au milieu, quand on voit le passif que nous avons avec l'Occident ou le cas récemment encore avec le théâtre malien, ou depuis l'intervention de la France là-bas, je parle en janvier 2013 avec l'opération Serval, qui plus tard est devenue Barkhane, on nous a dit comme prétexte qu'il s'agissait justement de permettre à ce que les rebelles n'arrivent pas aux portes de Bamako. Ça, c'était le prétexte de l'intervention française, surtout qu'ils n'ont jamais été invités là-bas, selon les dits de l'ancien ministre de la Culture, Amina Traoré. Mais même si on se base, même si on valide le prétexte, aujourd'hui, les recherches que nous avons faites, les informations qui sont les nôtres démontrent à ce fait que le but ou alors les objectifs de l'intervention de la France au Mali en janvier 2013 n'étaient nullement pour empêcher les rebelles d'arriver à Bamako. Le but justement, c'était de régler la brouille diplomatique qui existait entre la DGSE et le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Pourquoi? Parce que avant l'intervention, l'assassinat de Muammar Kadhafi, les services de renseignement français avaient fait un deal
Chine avec la plupart de ces mouvements rebelles dans le Nord, simplement parce qu'ils savaient que ceux-ci étaient un soutien au guide bien Mouammar Kadhafi. Et donc, de peur d'intervenir et que ceux-ci, justement, viennent en soutien au président libyen Mouammar Kadhafi, on leur a demandé de ne pas intervenir dans le théâtre libyen et que, par contre, on devait les soutenir dans le mouvement d'émancipation et donc d'autonomie du nord du Mali avec la création d'un État qui s'appellerait l'État de l'Azawad. Ça, c'est le deal qui avait été fait. Et donc, le deal n'ayant pas respecté, il y a une brouille qui s'est installée entre les deux. Voilà donc comment l'armée française intervient. C'était justement pour résoudre la brouille diplomatique entre la DGSE française et justement cette organisation terroriste, la coordination des mouvements de l'Azawad dans le nord du Mali. Ce n'était pas pour les intérêts du peuple malien. Même si c'est le cas, ils ont fait 9 ans de présence au Mali. À 9 ans de présence au Mali, selon l'ancien chef d'État de l'armée française, lors d'une audition au Parlement français de la Commission des affaires militaires, il faisait savoir que pour le coup de l'exercice de l'année 2019, les opérations françaises et de ses alliés, les opérations extérieures de l'armée française et de ses alliés au Mali ont coûté la bagatelle somme de 960 millions d'euros. 960 millions d'euros, rien qu'en 2019. C'est l'ancien chef d'état-major des armées françaises qui le dit. Et quand vous comprenez le montant, 960 millions d'euros, ça fait pratiquement 600 milliards de francs CFA sur le cours d'une année. Et dites-vous bien que c'était une somme qui était supportée par l'État malien. Bon, si vous faites alors un ratio et vous l'évaluez sur pratiquement 9 ans, imaginez ce que ça fait. Alors, quel a été le bilan? Zéro. Zéro. Au contraire, les rebelles n'ont fait que prendre des parties du territoire malien. Donc, quand vous prenez à ça et que vous mettez sur la table l'arrivée d'une puissance géopolitique comme la Fédération de Russie, selon l'agence de presse Reuters, Reuters nous faisait savoir que le contrat qui liait justement la Fédération de Russie avec le Mali faisait état d'un engagement d'un coût de pratiquement 79 milliards de francs CFA par an. Et la Russie s'était engagée à libérer l'entièreté du Mali en 26 semaines. Donc, quand vous prenez le ratio, 9 ans de présence pour pratiquement 600 milliards de francs CFA par an, si vous multipliez par 10, ça fait pratiquement 6 000 milliards en 9 ans de présence. Et vous mettez de côté entre 6 000 milliards en 10 ans, ou alors sinon 600 milliards par an et 79 milliards par an, et que vous voyez le programme, eux ils sont là depuis 9 ans, les autres arrivent et vous disent en 26 semaines on résout le problème. La solution elle est très vite trouvée. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats ne sont pas visibles sur le terrain? Elles sont visibles sur le terrain. Mieux même encore, selon le dernier rapport du département d'État américain, ils craignent un certain surarmement de l'armée malienne. Mais bon Dieu, un pays qui est menacé par la sécurité, vous craignez le surarmement, vous vouliez quoi? Bon, pour vous, nous on doit rester, et c'est là où vous comprenez la sortie d'un président français sur le sol africain. Il disait que lorsqu'on pratique la démocratie, on n'a pas besoin d'une armée forte. Une telle connerie. Donc, vous voyez aujourd'hui que quand on voit le rapport de force, quand on voit les apports, parce qu'au-delà même du contrat, on voit comment la Russie, aux côtés du peuple malien et de l'État malien, est en train véritablement de renforcer les capacités logistiques et militaires de ce pays. On n'a pas besoin de réfléchir. Quand on voit également le magnifique travail qu'ils ont fait du côté de la République centrafricaine, où ils ont pratiquement pacifié un pays qui était au bord du gouffre. Quand on voit également le travail qu'ils sont en train de faire avec le Burkina Faso, et quand on voit les prémices des travaux qu'ils sont en train de faire avec des pays comme l'Ouganda et même avec le Cameroun, même si on ne le dit pas toujours, vous comprenez donc que c'est un partenaire de choix qui, il faut bien dire, aux Africains de se réadapter, parce que généralement la demande ou alors l'offre est fonction du besoin. Si les États africains n'arrivent pas à bien exprimer le besoin qu'ils doivent adresser à la Fédération de Russie, eh bien, il faut dire que la Fédération de Russie ne pourra que répondre par rapport à ce que nous déclarons, ou alors par rapport à ce que nous voulons. Mais dans un cadre global, pour l'instant, à l'heure où nous parlons, c'est le partenaire le plus fiable ou alors le moins dangereux pour le continent africain, parce que nos anciens partenaires jusqu'aujourd'hui nous ont fait que créer des coups fourrés, c'est-à-dire que au-delà même de cette incapacité à pouvoir résoudre nos problèmes, rappelons que les faits aujourd'hui, l'exemple malien, les autorités maliennes le démontrent chaque jour à travers les sorties télévisées, que ce sont eux qui ont entretenu cette situation d'insécurité que nous voyons chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre malien, encore il y a cela une semaine, faisait une sortie, il démontrait comment c'est la France qui a parrainé le terrorisme au Mali. C'est pas Charlie Kenyé, c'est un Premier ministre qui jouit de toute la machine du renseignement de son pays. Donc, quand vous avez pareille déclaration contre quelqu'un qui se dit être pays représentatif des droits de l'homme, des libertés, de l'égalité, de la fraternité, mais qui se plaît à venir foutre le bordel chez les gens, je ne parlerai même pas des actes de violence et de pédophilie dont ils sont accusés en République centrafricaine, où jusqu'aujourd'hui on demande des réparations. Je ne parlerai même pas des actes de meurtre qu'ils ont commis au Mali. Je ne parlerai pas des actes de tout ce qu'ils ont fait comme danger sur le sol africain. Je ne parlerai même pas de Boko Haram,
aujourd'hui, récemment, l'ancien ministre de la Communication tchadien disait que les armes récupérées entre les mains de Boko Haram étaient de fabrication française. Donc, il y a tellement de mots qu'on pourrait coller à cette armée, à cet ancien partenaire qui démontre à suffit que leur mal à eux, c'est que justement, à travers l'émancipation des peuples africains, à travers justement la vérité de cet acteur géopolitique qui veut faire franc jeu avec les États africains, on a mis à nu justement leur complot, leur perfidie et justement leur façon de vouloir non seulement contrôler le monde, mais de prendre les peuples que nous sommes, nous les peuples noirs, comme étant des sous-hommes. Et ça ne peut plus marcher. D'où justement cette cabale. On est là dans la propagande, nous sommes habitués avec le média. Propagande occidentale. Nous sommes là dans la propagande de nature à dire que celui que vous dites être votre ami est un ennemi. Macron nous rappelle encore à suffit ici, il est venu nous insulter disant que nous étions stipendiés par la Russie. C'est nous dénouer une capacité de réflexion, c'est-à-dire que nous on n'a pas d'intelligence, on ne voit pas ce qu'ils font, on ne voit pas ce que la Russie fait. On nous a dit que nous étions des êtres stipendiés. Donc c'est une campagne, c'est de la propagande, c'est de bonne guerre. Nous on ne va pas les reprocher ça. À nous simplement de continuer à travailler comme nous sommes en train de faire depuis un certain nombre de temps pour justement mettre à mal tout ce que pour eux pensaient être leur monopole ou pensaient être leur propriété de nature, à faire en sorte qu'ils reviennent à la réalité. Et la réalité c'est laquelle? C'est que l'Europe, c'est que l'Occident ne peut exister sans la Pourquoi la Russie fait autant peur à l'Occident? La Russie fait autant peur à l'Occident simplement parce que quand vous évaluez les critères de puissance d'un État à l'échelle internationale, elles sont de 3 ou 4 grands ordres selon les courants de pensée idéologiques. La première, c'est la puissance militaire. Sur le plan militaire, il n'y a pas de débat à faire. La Russie, c'est la première puissance militaire à l'échelle internationale. Le drame, c'est que pendant bien des années, la propagande occidentale a voulu nous faire comprendre que parce que les États-Unis ont 850 bases militaires à travers le monde, parce qu'ils ont le plus gros arsenal militaire à travers le monde, parce qu'ils ont le plus gros budget militaire à travers le monde, pratiquement 750 milliards de dollars, et bien c'est eux la première puissance militaire. Or, la réalité ukrainienne nous a fait comprendre que l'Europe a trop surévalué sa puissance militaire. Et justement, avec la réalité ukrainienne, la Russie nous démontre à suffit que les éléments de puissance militaire ne sont pas simplement axés sur ce qu'eux ils ont défini par le passé. Parce que quand vous prenez par exemple le Global Firepower, qui est un organe en charge des questions de défense à l'échelle internationale américaine, quand ils classent les indices de puissance, les États-Unis sont premiers, la Russie est deuxième. Mais quand vous voyez les éléments sur lesquels ils s'appuient, ils vont parler des effectifs, en y intégrant également les réservistes, ils vont parler de les capacités aéronavales, ils vont parler du budget militaire. Quand vous prenez tous ces éléments au cas par cas, vous verrez clairement que les États-Unis sont devant. Et c'est logique qu'ils soient la première puissance. Mais quand vous sortez de ces éléments-là, vous prenez maintenant ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, avec la prospective stratégique, qui intègre d'autres façons de faire la guerre, avec des armes d'un autre genre, ce qu'on appelle les armes hypersoniques, qui à elles seules peuvent changer le cours d'une guerre, puisque ce sont des armes capables de voler à Mach 15, Mach 10. Le dernier essai pour l'armée américaine, qui est à Mach 5, et a eu échec. La Russie aujourd'hui, elle développe des armes qui volent à Mach 10. Or, à Mach 5, même ils n'ont pas pu faire. C'est-à-dire, ce sont des armes hypersoniques qui font en sorte que lorsque elles sont déployées sur un théâtre d'opération, elles sont capables de neutraliser toutes les défenses aériennes, que ce soit aériennes ou terrestres de l'ennemi, sans véritablement être détectées. Alors, vous faites comment pour gagner une pareille puissance? La preuve, c'est même la situation en Ukraine. Au début de la guerre, ils ont fait un test d'un de leurs missiles, le Kinjal, à l'ouest de la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, dans la ville de Lviv, où ils ont bombardé un camp de mercenaires de l'OTAN. Bilan, tout le monde était mort. Mais ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que les radars de l'OTAN disent avoir reçu l'information 14 secondes après que le missile ait atteint sa cible. 14 secondes après, vous allez compter comment un pareil missile. Et pourtant, la Russie leur dit clairement que le Kinjal, dans la catégorisation de leurs armes hypersoniques, il est pratiquement le missile de première génération, autant pour moi, parce qu'il y a plusieurs générations. Après le Kinjal, vous avez des missiles hypersoniques comme le Iskander, vous avez Poséidon, vous avez Avangard, mais ça fait pas, vous faites pas la guerre contre un pareil pays qui vous dit qu'elle peut détruire toutes vos armées, tous vos systèmes de défense avant que vous ne les voyez venir. Là, la Russie a déplacé la guerre sur le domaine de la capacité logistique, sur le domaine de la manne financière, et l'a amené dans un autre domaine qui est l'intelligence stratégique, pour dire qu'on fait la guerre avec le cerveau. D'ailleurs, les experts américains le reconnaissent que dans le développement des armes hypersoniques, la Russie a 10 à 15 années d'avance sur les États-Unis, et ils sont même très
modeste parce que c'est beaucoup plus. Donc, ça fait en sorte que sur cet élément de puissance dont je venais de citer, qui est le domaine militaire, la Russie, c'est la première puissance militaire à l'échelle internationale. Je mets le nucléaire de côté parce qu'on sait très bien qu'en cas de guerre nucléaire, ce serait la fin du monde, puisque l'Amérique et les États-Unis, eux seuls, ont le matériel nucléaire capable de détruire le monde 36 fois. Donc, vous ne voudrez pas qu'on aille là-bas. Donc, je sors de ce domaine-là pour dire que sur le plan militaire, la Russie, c'est la première puissance à l'échelle internationale. Et il faut également savoir que lorsqu'on parle des critères de puissance, ça doit aussi tenir fonction de la capacité d'un État à pouvoir alimenter son armée sur le théâtre des opérations. Dites-vous bien aujourd'hui que l'armée russe est une armée nationalisée. La technologie militaire russe ou alors l'industrie militaire russe, c'est une industrie nationalisée, à la différence des États-Unis. Prenez l'effectif américain. L'Amérique fait un peu ce qu'on appelle le mercenariat, c'est-à-dire qu'avec ce que vous voyez, on appelle ça quoi? L'immigration, où il est possible d'arriver aux États-Unis, vous arrivez là-bas, vous intégrez l'armée va payer vos études, quand vous allez finir de fréquenter, vous allez venir travailler pour eux. La plupart des effectifs de l'armée américaine, ce sont des gens qui ont immigré, qui ont immigré pour arriver aux États-Unis. Donc, véritablement, on n'est pas dans une armée au sens noble du terme, c'est du mercenariat. Quand vous quittez de là-bas, vous prenez également l'industrie militaire. Il faut rappeler que l'industrie militaire américaine est contrôlée par les firmes privées. Vous avez les firmes comme le groupe Carlyle, vous avez Northrop Grumman, vous avez Aerospace System, vous avez Halliburton, qui sont des firmes privées qui appartiennent à des clubs de privilégiés qui, lorsqu'ils développent une technologie, ils la vendent au gouvernement américain. Donc, c'est également une faille quand d'un autre côté, la Russie vous dit qu'elle est capable de produire 100 munitions de canons César, d'automoteurs par jour. De l'autre côté, l'OTAN est capable d'en produire même 60. Donc, ce sont les éléments qui déterminent l'issue d'une guerre. C'est pour dire que militairement, il n'y a pas de débat. La Russie, c'est la première puissance militaire à l'échelle internationale. Et ensuite, vous avez d'autres éléments tels que la démographie. Aujourd'hui, on sait très bien que si on prend la Russie comme simple entité, on comprend très bien qu'on serait très mal en train de lire le jeu politique. La Russie aujourd'hui existe parce qu'elle a fait de son alliance avec la Chine une alliance stratégique. Moi, je pense que c'est une alliance de circonstances parce que la profondeur géopolitique et géostratégique en termes d'alliance pour la Fédération de Russie, c'est l'Afrique. Mais pour cela, il faut d'abord que l'Afrique soit libre. Voilà pourquoi elle active a véritablement travaillé à libérer l'Afrique. Donc, pour dire que sur le plan même, sur le plan de la démographie, c'est une alliance qui n'a pas comparaison avec l'Occident. Si vous quittez de là-bas même, vous allez encore dans un autre domaine, sur le plan même financier. Je vous dis encore que là encore, on est dans la spéculation. La monnaie, le dollar n'est pas une monnaie. Le dollar, c'est ce qu'on appelle, c'est une monnaie papier. Parce que depuis 1972, il faut rappeler que le monnaie n'est pas adossé aux réserves d'or. Le dollar, c'est une monnaie qui est imprimée simplement sur la base de sa réputation. Ça fait donc que avec la dédollarisation de l'économie mondiale qui est en train de se faire, le dollar va perdre sa valeur, va perdre justement sa force. Et la conséquence de ça va directement également se faire sentir sur l'armée américaine, parce que c'est l'armée américaine qui garantit le dollar à l'échelle internationale. Pour dire que même économiquement, elle n'est pas une puissance comme on a voulu nous faire croire. Donc aujourd'hui, la Russie sait très bien que, parce que c'est l'acteur aujourd'hui qui permet au monde libre, ou alors à tous ceux qui se veulent faire partie du monde libre, de leur donner une lueur d'espoir, parce que à travers la Russie, on voit une certaine alternative avec les BRICS et les autres choses. Elle devient donc une menace à abattre parce que si ce projet arrivait à terme, ce serait la fin de l'hégémonie occidentale. L'hégémonie occidentale, merci à vous, Charlie Kini, d'avoir été des nôtres ce matin. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une très belle journée.